Bonjour à tous. Grand rendez-vous cyber aujourd'hui à la une de Smartech. On s'attendait au pire. Que s'est-il réellement passé en matière de cyberattaque pendant les Jeux Olympiques Paris 2024 ? Nous tâcherons de tirer un premier bilan et des enseignements aussi avec mes invités en plateau. Dans cette édition, également un détour par le monde du logiciel libre avec notre expert Jean-Paul Smets. Mais d'abord, la carte de France à l'ère de l'IA. Ces 3 questions A tout de suite dans Smartech. Cartographe du service public, l'IGN révèle dans un nouvel atlas comment l'intelligence artificielle aide à mieux mesurer et mieux comprendre aussi les conséquences de l'empreinte humaine sur nos territoires. Bonjour Mathieu Porte, merci beaucoup de me rejoindre en plateau. Vous êtes en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la feuille de route intelligence artificielle de l'Institut. Alors chaque année, l'IGN publie son atlas cartographié l'Anthropocène. Cette édition est dédiée à l'IA, l'intelligence artificielle, que vous présentez comme un outil décisif pour les transitions écologiques, énergétiques, agricoles. Pourquoi ? Ce que va nous permettre l'intelligence artificielle, c'est d'aller plus vite dans la description du territoire. Face aux défis climatiques, on a besoin de nouvelles descriptions qui soient fines, qui soient régulières du territoire, pour suivre l'état de l'occupation des sols, pour suivre l'évolution de l'état des forêts, des pratiques agricoles, etc. Ce que nous permet l'IA, c'est de mettre ces descriptions en place plus rapidement. Là, on va aller mettre peut-être 10 ans pour produire une description de l'état des forêts. On va mettre aujourd'hui, en s'appuyant sur des systèmes d'intelligence artificielle, 3 ans. Pour prendre un exemple, lorsque l'on analyse l'occupation des sols, à quoi nous servent les systèmes d'intelligence artificielle ? La France est engagée dans une politique de préservation de ces espaces naturels, agricoles, forestiers. Les systèmes d'intelligence artificielle nous aident à analyser des photos prises par avion du territoire et à décrire, avec des algorithmes obtenus par IA, en chaque point du territoire, l'occupation des sols. Est-ce qu'on a affaire à des bâtiments, des routes, de l'eau, de la végétation ? Quel type de végétation ? Est-ce qu'elle a plus ou moins disparu ? Est-ce qu'elle est abîmée, endommagée ? Et ça, ça prenait 10 ans avant pour pouvoir l'analyser ? En fait, la vraie difficulté, c'est la surface du territoire français. C'est-à-dire qu'en fait, on doit quand même réussir à produire des descriptions sur 550 000, 600 000 km². Oui. Ce que permet l'IA, c'est d'amplifier les efforts. On va travailler avec des jeux de données d'apprentissage qui vont servir à entraîner des modèles. On va faire une première description du territoire sur 100, 200 000 km² peut-être. Et de cette description très fine, qui doit être de très bonne qualité, qui doit être diversifiée, on va dériver des algorithmes qui sont, eux, capables de travailler sur 600 000 km². Et c'est ça, le gain, en fait, où se trouve l'apport de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, ma deuxième question, c'est quels sont les modèles d'IA que vous utilisez ? Qui sont vos fournisseurs de technologie ? Alors, comme souvent dans le monde de l'intelligence artificielle, on va s'appuyer sur des techniques qui sont ouvertes. C'est-à-dire que le gros de ce qui est fait en termes d'analyse d'images aériennes repose sur un monde académique, sur des techniques de vision par ordinateur qui sont ouvertes. On va alors s'appuyer sur des modèles de segmentation sémantique, des réseaux de neurones profonds, du deep learning, qui nous permet de travailler sur l'analyse de ces images aériennes, éventuellement en les adaptant pour les coller aux particularités de la donnée. Et vous allez les chercher chez qui Alors on va les chercher chez qui ? En fait, alors, si on prend la strate, l'architecture des modèles, on va les chercher dans la littérature académique ouverte. Et puis, nous, on va développer nos propres modèles. On va entraîner nous-mêmes des modèles parce qu'on va avoir notre propre activité de production de données d'apprentissage et on va entraîner nos propres modèles. À l'inverse, on va en fournir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit ces modèles, qu'on a produit ces jeux de données, on fait en sorte de nourrir tout un écosystème engagé dans la description du territoire et qu'on retrouve tout au long de l'Atlas, en fournissant les modèles que l'on a entraînés, en fournissant les jeux de données d'apprentissage pour leur permettre de réduire leurs coûts, de diminuer, eux, leurs propres besoins de données d'apprentissage, leurs propres besoins de volume de calcul pour entraîner des modèles, pour réduire les barrières à l'entrée sur... Et qui sont justement ces partenaires dont vous parlez ? On va retrouver d'autres acteurs publics aussi engagés dans la description du territoire, Météo France, le BRGM, des acteurs universitaires, mais aussi des industriels, des startups qui font des descriptions du territoire, des descriptions du puits de carbone dans les pratiques agricoles ou d'autres descriptions liées. C'est pour ça que vous dites qu'aujourd'hui l'IGN est devenu un opérateur de données, finalement. Voilà, l'IGN aujourd'hui est un opérateur. Aujourd'hui, les jeux de données IA produits par l'IGN sont régulièrement parmi les principaux à l'échelle mondiale disponibles de manière ouverte. Sur l'occupation des sols, le jeu de données ouverte est l'un des 3 principaux à l'échelle mondiale. Sur le LIDAR, la donnée 3D pour la forêt, c'est le principal jeu de données ouvert pour l'IA à l'échelle mondiale. D'accord. Allez, ma dernière question portait sur de quelle manière l'intelligence artificielle modifie finalement les métiers au sein de l'IGN, mais peut-être même sa mission. Là, on commence à en parler justement en fournisseur de data. Alors d'un côté... Déjà du côté des métiers,
Oui, du côté des métiers, là où une chose change, c'est dans le fait d'avoir à travailler sur la production d'un échantillon. On va travailler sur une partie du territoire et ensuite on amplifiera par intelligence artificielle. Après, les transformations, elles sont aussi dans ce changement de posture. Alors, produire des jeux de données d'apprentissage, mais aussi produire d'autres types de cartes. Le futur de la carte, c'est aussi de pouvoir non seulement décrire, mais aider à simuler, pour aider à prendre des décisions. Ça va être l'objet du jumeau numérique, réussir à être capable de voir comment réagit le territoire face à des décisions d'aménagement, face à des évolutions de scénarios climatiques. Merci beaucoup Mathieu Porte. On continuera d'en parler de ce jumeau numérique parce que jumeau numérique de la France, c'est un projet très ambitieux et je sais que ça avance. Vous êtes, je le rappelle, le coordinateur des activités IA à l'IGN. Tout de suite, dans Smart Tech, c'est le moment du grand rendez-vous. On va faire le bilan cyber des JO 2024. À la une de ce grand rendez-vous cyber, on va essayer de dresser un premier bilan de ce qui s'est passé en matière de cybermenaces pendant les Jeux Olympiques de Paris. En plateau, Laurent Sellerier. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Directeur Europe d'Orange Cyberdéfense, filiale du groupe Orange. Capitaine également de vaisseau de réserve. Vous enseignez aussi à Sciences Po Paris sur les sujets de défense et d'anticipation des risques. Et puis avec nous à distance, Jérôme Billois, associé au sein du cabinet de conseil Wavestone sur la cybersécurité et la confiance numérique. Bonjour Jérôme, merci d'être connecté avec nous. Vous êtes également administrateur du CLUSIF, le club de sécurité de l'information français. Des systèmes d'information, bien sûr, français. Alors, on va commencer peut-être par les déclarations de Vincent Strubel de l'ANSSI dans une interview à Ouest France qui révèle que l'agence a traité 548 événements de sécurité sur la période du 8 mai au moment de l'arrivée de la flamme au 8 septembre, la fin des Jeux paralympiques. Et il parle d'un niveau de menace intense avec 83 incidents qualifiés sur 500 entités accompagnées pendant ces Jeux. Et pourtant, rien n'est venu perturber ces JOP 2024. Et effectivement, je crois que grâce à, on y reviendra, à tout le travail de préparation qui a eu lieu ces 4 dernières années, les attaques que la France a subies, et en particulier l'écosystème autour des Jeux Olympiques, n'a pas eu d'impact. Oui. Et c'est bien ça l'objectif. On ne peut pas stopper toutes les attaques. Par contre, on peut travailler sur limiter leur impact opérationnel. Et je crois qu'on peut se féliciter de ce résultat. Donc, pour nous, et je pense que Jérôme me contredira pas, c'est un beau succès. Pour Orange, peut-être presque particulièrement, parce que vous étiez le seul opérateur, l'opérateur télécom officiel sur ces JO. Donc, pas le droit à l'erreur, grosse pression. Exactement. Personne ne voulait être le maillon faible. Et notamment, les quelques opérateurs qui étaient, j'ai envie de dire, sur le chemin critique des JO. Et notamment Orange. Contrairement à Tokyo, 4 ans avant, où il y avait de mémoire 5 opérateurs, là, il n'y avait que Orange comme opérateur. Et donc, on portait sur nos épaules la responsabilité de diffuser à 4,5 milliards de téléspectateurs les images des JO. En plus, vous le savez, dans des conditions un peu particulières. C'était pas dans un stade, c'était mouvant sur la scène, c'était aux 4 coins du monde. Et finalement, un seul opérateur, est-ce que c'était plus simple? Alors, on va parler de la cybersécurité spécifiquement. Est-ce que c'est plus simple, du coup, pour parer aux attaques? Alors, est-ce que c'est plus simple? Peut-être. Mais d'un autre côté, vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Et nous, chez Orange, il y avait plus de 2000 personnes. Il faut se rendre compte. 2000 personnes mobilisées sur les Jeux Olympiques. Et une préparation qui s'est organisée comment? Alors, qui s'est organisée sur 4 ans. En fait, et ça a commencé déjà par aller interroger nos amis japonais. Comment ça s'est passé Tokyo il y a 4 ans. Et puis après, on a, sur la partie cyber, préparé ça en étudiant l'évolution de la menace, au début, et la menace, donc quels sont les incidents qu'on redoutait. Une phase d'audit, vérifier quels sont les périmètres qu'on va devoir protéger. Et puis, plus on s'est rapproché, plus l'intensité de préparation s'est accélérée. Et à titre d'exemple, lors de l'année précédente, on avait eu la Coupe du Monde de rugby, qui a constitué un excellent entraînement. Et puis après, on a fait beaucoup d'exercices de gestion de crise, de plan de continuité. Voilà, on a imaginé plein de scénarios d'attaque et on les a testés. Et puis, au dernier moment, on a
enrichit au quotidien la menace pour parer à toute éventualité. Donc on était vraiment dans un rythme qui allait crescendo pour être prêt. Alors, vous avez évoqué la question du périmètre. Jérôme, quand on parle de sécuriser les Jeux Olympiques, on parle de quoi? De quel périmètre? Qu'est-ce que ça recouvre? Le périmètre est très très large. On imagine évidemment un premier cercle qui est le cercle, celui le plus visible, le plus médiatique, celui qui est vraiment au cœur des JO, c'est les épreuves. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que l'épreuve, elle se déroule bien, au bon moment, que les images puissent être envoyées, que le chronométrage aussi fonctionne comme il doit. Donc ça, c'est vraiment le cœur du cœur. Ça, c'est plutôt sous la responsabilité usuellement du CIO et des équipes qui sont habituées à faire ce genre de choses. Ensuite, on a un deuxième cercle concentrique. C'est le cercle en fait des services directement liés aux épreuves, c'est-à-dire c'est les stades, c'est les lieux où ont lieu les compétitions. Il faut qu'on puisse garantir leur sécurité, il faut qu'on puisse garantir l'accès, valider les billets, s'assurer que les gens puissent entrer, qu'il y ait de la nourriture, que les télécoms fonctionnent, etc. Et ce qui fait aussi évidemment le succès. Et puis, il y a le troisième cercle, et celui-là est énormément plus large. Parce que pour que des gens puissent être dans le stade, il faut qu'ils puissent arriver au stade. Donc il y a tous les transports. Pour que les gens puissent voir et échanger, il y a les télécoms. Pour qu'il y ait de l'électricité dans le stade, il y a les fournisseurs d'électricité. Et en fait, tous ces différents maillons ont bien été identifiés dans les phases de préparation et ont fait l'objet d'une mobilisation extrêmement large. L'ANSSI le dit bien, hein, plus de 500 structures suivies, et avec des structures qui avaient des niveaux de cybersécurité extrêmement divers et variés. C'est sûr qu'un stade, comme certains ont pu accueillir des épreuves, en province par exemple, ne sont pas forcément habitués à avoir une menace étatique qui peut peser sur eux. Et donc il y a eu tout un programme de sécurisation, déjà d'identification du niveau de sécurité de chacune de ces structures, d'identification des actions à réaliser, de définition d'un socle minimum de cybersécurité à mettre en place, et puis tout un programme qui a été conduit depuis plusieurs années pour monter en puissance le niveau de protection. Et une fois que le niveau de protection était là, Laurent l'a mentionné tout à l'heure, énormément d'exercices de crise pour arriver à faire travailler tous ces gens ensemble qui habituellement ne travaillent pas ensemble et n'avaient même pas trop de raison finalement de travailler ensemble. Les JO, c'est vraiment un moment particulier, un temps très restreint, un nombre d'acteurs énorme, une attention médiatique internationale et énormément de monde en back-office pour que tout fonctionne. Et c'est cet enchevêtrement d'actions qui était vraiment difficile à faire fonctionner et à sécuriser. Et là, je pense qu'on peut vraiment adresser la médaille d'or à toutes les équipes qui étaient opérationnellement sur le terrain. L'ANSSI, le CIO, Orange, Atos, tous les partenaires qui ont travaillé parce que, effectivement, ça s'est bien déroulé. Alors, ça s'est bien déroulé, mais même moi, j'ai été surprise quand j'ai vu le chiffre annoncé par l'ANSSI. On est vraiment très, très loin de ce qu'on avait entendu au moment, justement, des JO de Tokyo. Et pourtant, Vincent Strubel nous parle d'une menace qui a été intense. Alors, comment on explique ça? Est-ce que la menace a été d'ailleurs à la hauteur de ce que vous attendiez? Est-ce que ça a été finalement beaucoup plus calme que prévu? Quelles sont, vos impressions là-dessus? Notre impression, nous, chez Orange, c'est qu'il y a eu un niveau de menace effectivement important, mais pas exceptionnel. On a traité, lors de la période, chez Orange Cyberdéfense, à peu près 200 incidents, ce qui constitue une moyenne haute, mais néanmoins accessible. Ouais. Et en fait, on pense que parce qu'on s'était extrêmement préparé, parce qu'on avait mis des capteurs partout, on arrivait à stopper les attaques le plus tôt possible et donc à limiter l'impact. Voilà, je crois que, comme l'a souligné Et l'ANSSI Jérôme, parle aussi de la réactivité, en fait, la collaboration qui a été hyper bien fonctionné entre les différents acteurs de tout ce système qui faisait que les JO fonctionnaient. C'est ça, tout le monde était extrêmement vigilant, extrêmement réactif, les équipes étaient mobilisées et du coup, le moindre début d'attaque était traité pour éviter un impact. Et je crois que finalement, comme l'a souligné Jérôme, c'est l'ensemble de l'écosystème cyber français qui a fait un immense pas en avant à l'occasion de ces JO. Alors, je voudrais quand même qu'on précise de quelles attaques on parle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces JO qu'on n'a pas vraiment vu finalement, ou très peu? Jérôme. Effectivement, on avait anticipé 3 grandes familles de menaces, des menaces qui étaient le plus craintes et qui finalement ne se sont pas
avérées. Je pense que c'est des menaces étatiques avec des attaques de très forte intensité, très ciblées sur un certain nombre d'éléments clés. Qui aurait amené la destruction de systèmes, qui aurait amené l'impossibilité finalement de conduire un certain nombre d'épreuves. Donc celles-là, elles ont peut-être eu lieu, mais elles ont été stoppées très très vite. Ce qui a eu le plus lieu, et ce qui a été à la limite du visible, on va dire, c'est ce qu'on appelle les attaques en déni de service. Nous, on a un certain nombre de nos clients qui ont vu une augmentation par 5 du volume, du nombre d'attaques en déni de service qu'il fallait traiter. Donc c'est des attaques qui visent à saturer les sites web, qui visent à saturer tous les systèmes numériques et à faire que finalement ils marchent beaucoup moins bien. Donc ça amène de la lenteur, du ralentissement, ça va amener un dysfonctionnement par moment. Donc ça, oui, voilà, ça a été observé. Il y a eu une augmentation franche sur certains périmètres, pas sur tous, mais sur certains périmètres. Pas de rançongiciel ? Alors les rançongiciels étaient craints aussi, vous vous en souvenez certainement, il y a eu le cas sur le Grand Palais, alors qui n'était pas vraiment le Grand Palais qui était touché, c'est un des fournisseurs qui faisait de la gestion des flux financiers pour le Grand Palais et pour une quarantaine de musées en France qui ont été touchés par, je dirais, l'attaque la plus fréquente, hors JO, ces fameux rançongiciels, on bloque les systèmes, on vole des données, on demande une rançon pour faire remarcher tout ça. C'était craint, c'est arrivé, je dirais, ça c'était impossible que ça n'arrive pas, parce que le rançongiciel, il y en a toutes les semaines, vous pouvez prendre l'actualité, JO ou pas, vous aurez forcément des rançongiciels malheureusement. Voilà, donc on avait plutôt prédit une quantité d'attaques phénoménale, 8 fois plus que d'ordinaire. Bon, finalement, tant mieux, j'ai envie de dire, hein, on s'est tous un petit peu trompés. Et vous parliez des acquis durables. Est-ce que il y a des enseignements qui ont été faits pendant cette période des Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui va rester? J'imagine que les mobilisations et les budgets ne vont pas rester, mais alors qu'est-ce qui va en rester quand même de cette expérience? Il va rester plusieurs éléments. Il y a tout d'abord au niveau organisationnel. Dans la plupart des entreprises ou des organisations qui ont été mobilisées, ils ont optimisé leur organisation et ça, c'est pérenne. Oui. Deuxième chose, beaucoup ont investi dans des solutions complémentaires pour renforcer leur protection. Et ça aussi, ça va rester. Et puis, troisième chose, c'est la coordination entre les différents acteurs, entre l'ANSSI, qui peut-être jusqu'à maintenant n'avait jamais parlé à certains sous-traitants des JO, et maintenant, ils ont une relation. C'est entre les fournisseurs de services et les utilisateurs. Et c'est enfin, dernier point extrêmement important, les utilisateurs. Nous, on considère qu'à peu près 80% des attaques que l'on voit, l'utilisateur est dans la chaîne d'attaque. Donc l'utilisateur est un maillon essentiel de la sécurité. Et à l'occasion des JO... Il a été plus prudent, l'utilisateur ? Je pense. Et surtout, il a été beaucoup sensibilisé. Ouais. Comme je vous le disais, aucune entreprise, aucune organisation voulait être le maillon faible. Ouais. Donc il y a eu énormément de campagnes de sensibilisation qui ont eu lieu à l'occasion des JO et qui, je pense, vont apporter leurs fruits dans le temps. Il faudra en refaire, c'est ce genre de choses, faut y revenir. Mais voilà, je crois que beaucoup des acquis resteront. Et Jérôme, pour terminer aussi là-dessus, est-ce qu'il y a des enseignements du côté, vous qui conseillez les entreprises, du côté des entreprises elles-mêmes qui pourront être tirées de cette période des Jeux Olympiques ? Effectivement, il y en a de très nombreux. Moi, je confirme ce qu'a dit Laurent et ce que je noterai de manière additionnelle, c'est les compétences. C'est-à-dire que les JO ont permis aussi un certain nombre d'acteurs dans les systèmes d'information, d'acteurs dans les sites des épreuves, dans tout cet écosystème que j'évoquais tout à l'heure, de monter en compétences sur la cyber. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment être un héritage durable. Quand vous avez appris quelque chose, quand vous l'avez pratiqué, eh bien, vous le conservez pour toute la durée. Et je pense que ça ouvre la porte à le prochain marathon cyber, qui va être la conformité à la directive NIS2, qui vise à augmenter le niveau de sécurité général à l'échelle de l'Europe, qui va toucher de très nombreuses structures de type ETI, PME, évidemment aussi les grands groupes, mais qui sont déjà un peu plus en avance. Et je pense qu'on pourra tirer aussi de l'enseignement des JO sur comment on a réussi finalement à faire monter le niveau de sécurité de structures qui au départ n'étaient pas vraiment intéressées, n'étaient pas vraiment au niveau attendu. Et ça a été un bon exemple de comment aborder le sujet, comment trouver des solutions opérationnelles techniques sur le terrain. Et tous les gens qui ont participé à cette augmentation générale du niveau de l'écosystème JO ont appris beaucoup de choses qui pourra certainement être rejouées sur l'augmentation générale du niveau de l'écosystème France et Europe. Et ça, c'est vraiment le challenge de 2025.
Je crois qu'effectivement, les JO ont été un formidable levier managérial, un levier de transformation. Tout le monde voulait être au rendez-vous et personne ne voulait être le maillon faible. Et donc ça a conduit à une mobilisation importante et qui nous permet de monter notre niveau de jeu, ce qui nous met dans les meilleures conditions pour aborder les prochains défis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des contacts avec Los Angeles. Okay. On a rencontré le Secret Service. Alors, Secret Service assure la sécurité du président, mais aussi la sécurité des grands événements aux États-Unis. Et ils sont venus nous voir pour nous demander quels étaient nos enseignements. Et on leur a dit, il faut commencer maintenant. C'est 4 ans de mobilisation, mais c'est un super levier pour faire monter le niveau de sécurité nationale. Bon, moi, je ne distribue pas de médailles, mais je compte sur vous pour en distribuer aux équipes. Ah oui. Merci beaucoup, Jérôme Billois, d'avoir été connecté avec nous, associé au sein du cabinet Wavestone, et Laurent Sellerier, directeur Europe d'Orange Cyberdéfense. Merci. Merci. Tout de suite, c'est notre rendez-vous avec le monde du libre. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, eh bien, on entend parler d'open source quand même assez régulièrement. Je ne sais pas, par exemple, du côté du français Mistral ou encore de Facebook avec Llama. Mais est-ce qu'on a véritablement des modèles d'IA aujourd'hui à essayer? Est-ce que ça fonctionne, l'IA open source, Jean-Paul? En fait, l'IA open source, on en avait parlé le 1er avril 2021 avec l'Etheria de Connor Lee, qui est un projet européen d'IA open source, le premier historiquement. Oui. On en a donc parlé très tôt, mais aujourd'hui, on est 3 ans plus tard. Eh ben, en fait, j'ai voulu essayer si on arrivait à faire marcher les IA open source. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle TechSynth de Fabrice Bellard. Fabrice Bellard, c'est l'auteur de logiciel libre français le plus prolifique. Et TechSynth, on l'installe sur son PC sous Linux ou sous Windows. Ensuite, on va télécharger des gros fichiers chez Mistral ou Llama ou ailleurs pour les mettre dans les répertoires du logiciel. Et en faisant ça, en fait, on transforme son PC en un serveur d'intelligence artificielle complètement autonome. Et on peut, comme ça, commencer à lui poser des questions. Donc, j'ai pris une petite vidéo. Démonstration. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? J'ai demandé en anglais « What is the Mozilla Foundation ?» Qu'est-ce que la fondation Mozilla? Et TechSynth m'a fait une longue réponse en anglais. Donc, je suis allé dans un autre module où j'ai copié l'anglais et je lui ai demandé de me le traduire en français. Et là, j'ai eu l'IA pour la traduction qui m'a dit que Mozilla est une fondation à but non lucratif dont l'objectif est de s'assurer qu'Internet reste une ressource publique. C'est pas mal comme définition. C'est bien, et c'est bien traduit, et c'est bien répondu. Absolument. Et donc, ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'avec un PC d'entrée de gamme de jeux vidéo, avec un petit GPU, on arrive à faire tourner chez soi l'équivalent de ChatGPT, Google Translate ou DeepL. Ça veut dire que faire tourner une IA chez soi, c'est pratiquement à la portée de tout le monde aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages aujourd'hui d'un TechSynth justement par rapport à un ChatGPT ou un Google Translate? Alors par exemple, si on est en Chine, on n'a pas le droit d'accéder à ChatGPT. Oui. Mais on a le droit d'installer TechSynth sur son PC. Puis on peut mettre les modèles Mistral, Llama et poser une question. Est-ce que Taïwan fait partie de la Chine? Puis on a une réponse qui n'est pas forcément celle qui plaira le plus au Parti communiste. Donc ça permet d'avoir de l'IA là où Internet est censuré. Ça permet aussi d'avoir de l'IA là où il n'y a pas Internet, dans un sous-marin, dans un vaisseau spatial, après une catastrophe naturelle, ou dans les pays où on ferme Internet pendant les élections, pendant le baccalauréat. On conserve la possibilité d'avoir une IA. Ça permet aussi d'éviter les traces. Quand vous posez une question sur Google, comment exporter un PC en Iran en contournant les sanctions, ça a des chances de laisser une trace. Avec votre adresse IP, ça termine à la NSA. Et pareil avec ChatGPT. Ouais. Là, vous posez la question, vous ne laisserez aucune trace. C'est bon pour le secret des affaires. Et pour autant, est-ce que c'est aussi performant que ChatGPT ou Google Translate? Par rapport à ChatGPT... Je prends toujours les mêmes exemples. Bah oui. DeepL est pas mal, hein, quand même. Peut-être mieux que Google Translate. Mais en tout cas, sur la partie IA, c'est pas au niveau de ChatGPT, comme Mistral, mais c'est très très bon, comme Mistral. Et pour la traduction... pour moi, c'est équivalent. Aujourd'hui, faire une traduction avec un modèle d'IA, avec TechSynth open source, c'est aussi bon que DeepL. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'avec TechSynth, on n'a plus besoin de considérer que l'IA a besoin de cloud, on n'a plus besoin de considérer qu'on a besoin de milliards d'euros pour faire de l'IA. L'IA devient quelque chose qui va peut-être même un jour tourner sur votre téléphone ou dans toutes les entreprises. Et est-ce que c'est vraiment libre? Parce que bon, il y a des débats là-dessus. Je citais Llama. Bon, mais Llama se dit open source, n'est pas véritablement au sens où tout le monde l'entend. Est-ce que c'est le cas de TechSynth?
TechSynth n'est pas libre. C'est un logiciel propriétaire. Mais il existe des logiciels libres qui font un peu comme TechSynth. Par exemple, CTranslate 2 de Guillaume Klein permet de faire comme TechSynth pour la partie traduction. Et donc, en fait, ça veut dire que peu à peu, on va avoir des équivalents de TechSynth logiciels libres. Donc on voit quand même que dans l'open source, on parle beaucoup de logiciels propriétaires encore, qu'il y a de l'open source washing. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la Fondation Mozilla, justement, qui veut mettre un petit peu d'ordre là-dedans ? Je trouve que c'est excellent. On a enfin une vraie définition. Ce qu'a fait Mozilla, c'est qu'ils sont revenus aux fondamentaux du libre. Le libre, c'est les mêmes principes que la recherche. C'est la possibilité de comprendre un phénomène, de le reproduire et de l'améliorer. Donc on doit pouvoir utiliser pour faire ce qu'on veut, modifier, redistribuer avec des modifications. Dans le logiciel, c'est facile. Quand vous avez le code source, vous pouvez faire tout ça. Mais dans l'IA, une IA, en fait, on commence par prendre beaucoup de données qu'on fait passer dans un algorithme relativement simple pour ensuite l'optimiser avec des poids, et là, on a le modèle. Et aujourd'hui, quand on télécharge Mistral, on télécharge un espèce d'énorme fichier, mais on ne sait pas comment il a été fait, on ne sait pas comment le modifier, on ne sait pas comment l'améliorer. Et donc, ce que dit Mozilla, c'est il faut avoir la source des données, les optimisations, le code des logiciels, et c'est seulement comme ça que l'on pourra vraiment avoir des IA libres. Merci beaucoup. C'était Jean-Paul Smets, le PDG de RapidSpace, et c'était dans le grand rendez-vous du monde du libre. Merci à vous de nous suivre dans Smart Tech pour cette 5e saison. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Vous pouvez nous suivre à la télé, sur Bismart for Change, ou encore sur les réseaux sociaux en podcast, en replay. À bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.